Ma mère est née en Tunisie, de famille italienne qui ont fui le fascisme. Donc mes grands-parents étaient siciliens et calabrais, donc du sud de l'Italie. Mon père est français. Ma fille, son père est belge. Et puis bon, voilà. Mes parents ont fait le sens inverse, c'est-à-dire mes parents sont allés en Algérie. Mon grand-père maternel était alsacien. Et ils ont constitué une famille avec 4 enfants. Et vers l'indépendance, on est rentré précipitamment en France. Voilà. Ma maman est née en Algérie. Elle est pied noir. Donc j'ai eu l'impression vaguement d'avoir quitté mon pays. Mon arrière-grand-mère était polonaise. Parce que j'avais 11 ans et c'était mon pays. J'ai eu beaucoup de souffrances. Mes lointains ancêtres ont dû venir au XVe siècle. De l'Est, là, des gitanes, je sais pas comment. Ouais. Il a fallu que je m'insère en France, mais je parlais la langue. Moi, ma grand-mère, elle a migré toute petite avec ses parents d'Italie du Nord. C'est quitter sa maison, ses habitudes, les habitudes des dimanches. On allait pique-niquer dans des forêts de cyclamènes. Et moi d'Espagne, mon arrière-grand-mère. Je suis arrivée dans une classe de 5e, dans un lycée de filles, dans un vieux lycée de filles, où on me regardait vraiment avec des grands yeux, parce que j'arrivais d'Algérie. J'étais un peu l'étrangère. Mais si j'avais été vraiment étrangère, je ne sais pas comment ça serait passé. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ouverture vers les Maghrébins. Mon compagnon est guinéen aussi. À l'âge de 17 ans, j'ai fait des cours d'alphabétisation pour les travailleurs maghrébins le soir. Et maintenant, je m'occupe des migrants de tout pays. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de Français. Enfin, il n'y a pas tant que ça de Français pure souche, quoi. On accueillait beaucoup plus avant, évidemment, notamment forcément après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, oui, au niveau des quotas, il est clair que la France n'est plus le pays d'accueil qu'il était. Et que, oui, on accueille beaucoup moins. C'est ce que les médias nous font croire le contraire, mais en fait, c'est pas vrai. Ça veut dire accueillir, ça veut dire, par exemple, la France, quand il y a des immigrés qui viennent, ils les accueillent bien. Accueillir, quoi. Si par exemple tu es dans ta maison et il y a quelqu'un qui vient, comment tu l'accueilles? Je lui dis tu lui bonjour, proposes monsieur, voilà. entrez, voilà. Tu lui proposes une tasse de thé. D'abord, il faut qu'elle me dise qui il est. Accueillir, c'est considérer l'autre à égalité. D'avoir un appartement, du travail. Et le respecter comme tout être humain. Avoir accès à l'éducation. À égalité avec tous les autres. C'est déjà pas rejeté. Ne pas faire de différence. Recevoir, écouter, nourrir, recevoir, ouais. mettre à l'abri. Mettre à l'abri. Ouvrir ses bras. Et puis écouter aussi. Écouter, oui, tendre l'oreille. Comprendre. Moi, je sais pas, mais est-ce que ils accueillent bien? Je fais partie d'un réseau issu de la CIMAD. Justement, on essaye de s'occuper de ces jeunes qui sont mis dehors. On a créé un réseau où il y a pas mal de familles qui acceptent d'héberger pour quelques temps. Quelquefois, c'est pour un week-end, pour une semaine. Voilà, et on essaye, mais c'est vrai qu'il y a des besoins et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. On n'a pas fini, hein. Donc il faut s'y préparer. Je fais partie d'une association de la STI à Valence et j'accompagne ou des mineurs isolés, étrangers, et puis des familles aussi. Et elles demandent d'être accompagnées parce qu'elles ont peur. Elles ont peur des personnels qui travaillent au service des étrangers de la préfecture. Donc là, c'est un exemple, disons, administratif. Mais dans la rue,
Et en société, on entend qu'il y en a trop, on va être envahi, voilà. Et puis il y a la peur de l'islamisme aussi. C'est plus du rejet que de l'accueil. On parque et on renvoie. On observe, Et pour ceux qui sont dans on interroge. des centres qui sont isolés et ils restent toute la journée à rien faire. Rien faire. Et alors qu'il y a une force d'énergie, de vie, d'envie de faire, c'est du gâchis monumental. Et en fait, on leur demande même pas ce qu'ils savent faire. Ils ont envie, non seulement Et de puis, ça, ils ils ont ont envie, envie de comme- faire. Ils viennent pas là pour, Oui, c'est ce qu'il a dit pour aussi, se oui. faire prendre en charge, quoi. Ils Voilà, viennent c'est là ça. aussi pour Donc, essayer ils de ont pas le construire choix. quelque chose. Donc ils n'ont pas à le choix eux. la plupart du temps. Mm. Puis ils essaient de reconstruire, de reconstruire une vie ou de construire une vie. Oui, moi je me penche sur le problème des jeunes mineurs isolés qui sont mis dehors à 18 ans. Et on les met dehors comme ça, brutalement, et ils n'ont plus rien, ils n'ont pas de logement, ils sont à la rue, et il n'y a pas de solution pour eux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont partis? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est vraiment parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils quittent pas leur pays parce qu'ils n'aiment pas leur pays ou parce qu'ils ont envie de quitter leur pays. Ils quittent leur pays pour une cause, mais ils fuient en fait. Ils viennent pas pour le plaisir de venir en France, quoi. Et ils espèrent qu'ils seront bien accueillis et insérés parce qu'ils peuvent être une richesse pour la France. Voilà, on entend des choses au niveau des informations. On ne sait pas vraiment comment c'est vécu, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment rencontré de migrants et je ne sais pas vraiment exactement comment ils vivent. Ceux qui Ceux qui deviennent, vivent. ceux qui deviennent, on ne sait pas. Voilà, on n'a pas vraiment leur regard à eux, quoi, je trouve. Il faudrait les rencontrer. On entend beaucoup de langues différentes dans les rues de Valence. À Valence, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues d'autres pays, qui sont venues s'installer sur Valence. En tout cas, moi j'ai remarqué une chose. Ça fait 10 ans que je suis à Valence et je trouve qu'aujourd'hui il y a une grande population africaine qui est arrivée ces dernières années. Mais en tout cas, ça c'est assez récent quand même, c'est assez nouveau. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait beaucoup d'Albanais qui étaient arrivés. Il y avait une vague d'Albanais. Et puis là, récemment, moi, presque tous ceux que j'ai vus, ils viennent de Guinée. Ce qui fait qu'il faudrait se poser des questions sur ce qui se passe en Guinée. Et pourtant, leur président a été accueilli dans le forum de la paix, là, ces jours-ci. Alors que je pense que c'est pas un homme de paix. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont Essentiellement arrivés. des Ouais. Africains. Mm. Dans les jeunes mineurs, en tout cas. Bah, pour moi, c'est un atout. Ça apporte voilà, différentes cultures, un brassage culturel. Ouais, au niveau économique, après, voilà, ils vont participer aussi au développement de la ville. C'est un atout s'il y avait vraiment une mixité. Mais je ne crois pas que la mixité existe entre les personnes qui parlent français et les personnes qui parlent des langues étrangères. Moi, je crois qu'il y a du monde, mais c'est pas pour ça qu'il y a des connaissances scolaires. Ah mais non, il n'y a pas de Ah connexion. non, pas de connexion, non, non. Et le brassage, le terme est bien choisi. Il y a un gros brassage, mais pas de connexion. Du brassage, mais pas de mixité, quoi. Non. C'est Voilà. ça. Il y a des ghettos urbains comme à Font-Barlette. Il y a pratiquement que des étrangers. Un brassage au niveau des quartiers et des constructions un peu plus adaptées pourrait peut-être en fait aussi se faire mieux rencontrer les gens de quartier et du coup en fait mieux vivre ensemble. Des espaces en fait de rencontres et de mixage en fait, de mixage des populations qui fait que les gamins dans une cour d'école, ils jouent avec un autre enfant qui est peut-être pas de la même couleur, qui est peut-être différent, mais cette différence après elle est acceptée et dépassée. Partager les mêmes espaces déjà, se connaître, c'est ça vivre ensemble. Pour moi, un être humain, c'est un être humain, quel qu'il soit.
quelle que soit sa couleur de peau. Vivre ensemble, c'est dire bonjour à tout le monde, parler avec tout le monde. Et j'ai fait des cours de français à des étrangers. Je rencontre souvent des étrangers de tous les pays. Afrique noire, pakistanais, Bangladesh, soudanais, Éthiopie. Et bon, ils sont musulmans. J'avoue que moi, je suis athée complètement. Mais je fais passer, disons, mon humanisme avant mon préjugé sur la religion. Voilà, c'est-à-dire que je ne pense pas à ça, je pense d'abord qu'ils sont des êtres humains. Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est aide ton prochain comme toi-même, comme on le ferait avec un Français. Enfin, je veux dire, comme on le ferait avec toute personne qui a besoin qu'on lui tende la main, quoi, qui a besoin d'aide, qui a besoin, ben, c'est les accompagner s'ils ont besoin d'aide pour faire des papiers, pour écrire. Si on a un peu de temps, ben, donner un peu de temps s'ils ont besoin d'aide pour les études. Enfin, c'est juste aider son prochain, voilà, qu'il soit immigré, français ou autre, quoi. Et pour répondre aussi à la question qu'est-ce que c'est qu'être intégré, ben moi c'est une question compliquée. Ça veut dire à la fois pour eux d'accepter de garder leurs racines et leur culture, mais aussi d'accepter s'ils souhaitent vivre en France, c'est aussi de s'adapter à notre pays, à nos valeurs à nous aussi, à notre culture à nous aussi, s'ouvrir, ne pas rester fermé que sur leur propre culture. Être intégré, c'est déjà vivre comme les autres, mais avec leurs différences. Être regardé comme les autres, mais pouvoir assumer leurs différences dans leur vie quotidienne. C'est travailler, trouver un logement, trouver un travail, un logement, parce que ça c'est... Le logement, c'est vraiment très difficile, je pense, pour tous les gens qui ont des noms un peu... qui ne sont pas bien franchouillards, c'est difficile. Et... Ça veut dire lui faire une place et essayer de le rassurer pour qu'il soit comme... qu'il puisse avoir... Enfin, qu'il ait l'impression de pouvoir être à sa place en étant ce qu'il est. Sans pour autant le forcer à adopter des attitudes, des coutumes. Juste lui laisser sa place. Et puis qu'on lui permette aussi d'avoir accès aux clés de la société ici, quoi, pour qu'après il puisse pouvoir les utiliser lui-même, sans avoir recours à des tierces personnes. C'est aussi, enfin moi j'ai aussi vu des choses qui m'ont pas plu, hein. Le communautarisme, il y a quand même des choses très très marquées et ils peuvent pas perdre leur identité, hein. Si c'est des Africains, si c'est des Indiens, ils sont et ils resteront. Ils appartiennent à cette culture-là, même s'ils changent de pays. Mais par contre, le communautarisme, c'est quelque chose qui me plaît pas bien. Je pense que le mot intégration est un mot difficile, délicat, parce que le réfugié ou le migrant, il a peur de disparaître. Si on y est intégré complètement, ça veut dire qu'on disparaît. Moi, je pense que l'intégration, là, va toujours de notre point de vue, mais rarement du point de vue des gens qui arrivent, je sais pas trop. Et je me mets toujours j'essaie toujours de me mettre à la place de quelqu'un qui part de chez lui. Et je me dis, un jour, si ça nous arrive, ça peut arriver, hein, quand un jour on soit obligé de partir. C'est arrivé à nos parents ou nos grands-parents pendant la guerre. Voilà, c'est arrivé il y a pas longtemps. De quitter leur maison et d'appeler l'exode. Je me mets à la place des gens qui partent, qui sont en exil, et comment on aimerait être accueillis. À bras ouverts. On aimerait juste au moins être rassuré, être protégé. Et, puis, et bien souvent, quand ils partent de chez eux, ils ont l'impression, ils ont l'illusion qu'on va les accueillir, justement. Parce que la France a une réputation de terre d'asile. Pas toujours, mais c'est vrai qu'ils partent souvent avec l'idée qu'ils vont être accueillis. En France, est-ce qu'il y a des migrants? Oui. Mais non, mais enfin, je veux dire, non. Tu veux dire le contraire? Oui. Est-ce qu'il y a des Français qui partent dans d'autres pays? Oui. Mais ils fuient quoi?
Ben non, Mais migrer, ça veut pas forcément dire fuir. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser les gens à migrer. Ça peut être, on peut migrer parce que, par exemple, si tu te maries avec quelqu'un qui habite en Tunisie et que tu vas vivre en Tunisie, tu seras une migrante. Ou si tu décides d'aller faire tes études en Allemagne, tu pourras être considérée comme une migrante. Différentes raisons qui font qu'on migre. C'est pas uniquement fuir une guerre, par exemple. Nous, on a le droit, on a la possibilité de partir quand on veut, si on veut, où on veut. Ben oui, on peut voyager, nous, mais migrer... On peut migrer aussi, enfin, je crois que... Oui, on peut aller dans un autre pays ben pour trouver une autre mentalité, une autre culture qui nous attire davantage, pour fuir un gouvernement avec lequel on peut pas concilier nos idées, nos valeurs. Oui, l'économie. Oui, ou difficulté de vivre. Ou un climat politique qui est insupportable. Ou la sécheresse. On a la possibilité de le faire, nous, je crois. Nous, on est accueillis partout. Mais par contre, on n'accueille pas. Ben, moi, je me souviens, mon père et ma mère qui parlaient de discrimination à l'école. Ouais, ils étaient pointés du doigt, les Espagnols. Comme les Italiens. Oui, voilà, c'était... Bon, pourtant, ma mère, elle est pas typée, quoi. Je veux dire, elle est brune, voilà, un peu la peau mate, mais pas plus que ça. Mais elle a été maltraitée par son institutrice, qui apparemment ne l'acceptait pas parce qu'elle arrivait en France et qu'elle arrivait de Tunisie, enfin, ce qu'on appelait à l'époque les pieds noirs. Il y a un mois et demi, on était un samedi après-midi dans les rues de Valence et on demandait aux passants de signer une pétition pour demander au gouvernement français de donner un pavillon français au bateau Aquarius. Et on a entendu, mais nous on paye déjà trop d'impôts, et puis ils ont qu'à rester chez eux et tout ça. Et ça m'a vraiment, je me suis vraiment posé la question, comment on peut faire changer d'avis ces personnes-là? Parce que c'est quand même des idées bien ancrées qu'elles ont dans la tête. Et je me dis que même si on leur donne des statistiques vraiment sérieuses, je ne sais pas si elles changeront d'avis. Moi, ce que j'ai entendu une fois, c'est quelqu'un qui faisait remarquer que vous n'avez pas remarqué, les migrants, quand ils arrivent, quand ils sortent du bateau, qu'ils arrivent sur la plage, quand ils n'ont rien, tout de suite ils sortent leur portable et ils téléphonent. Vous vous rendez compte, ils ont les moyens de s'acheter un portable. J'ai dit oui, mais ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça, c'est vital. C'est leur lien avec leur pays. C'est terrible d'entendre des trucs comme ça. C'est surtout la méconnaissance en fait, des pays. Ah oui, complètement. Surtout sur les moyens, ils touchent le RSA, on leur donne des allocations familiales, machin, oui, ça, oui, on l'entend ça. On les soigne gratuitement, on profite du système, quoi. En gros, voilà, on a nos difficultés, et donc on en donne encore, on n'a pas les moyens d'aider les autres. Il faut d'abord loger les Français, avant de loger... ça, on l'entend ça. Je connais bien des coins d'Ardèche profondes où on vote très à droite alors qu'on n'a pas d'immigrés dans le village. Par exemple, il y a des amis qui m'ont dit que leur médecin avait entendu dire que les étrangers touchaient 800 € par mois, alors que c'est absolument faux. Il dit il va y avoir un taux de chômage supérieur, alors que si on écoute bien les informations, il y a des secteurs de travail qui ne sont pas remplis. Il y a des employeurs qui cherchent des salariés. Malheureusement, je veux dire, si on n'avait plus d'étrangers en France, on serait dans une grosse caca. Parce que malheureusement, bien souvent, c'est eux qui font les boulots les plus durs et les plus ingrats. Ils sont bien courageux. Et c'est eux aussi qui peuvent avoir un esprit d'entreprise, de créativité. Et je ne pense pas qu'ils profitent du chômage plus que les autres. C'est pas l'apanage des immigrés qui prennent nos boulots. Au contraire, comme dit madame, ils prennent les boulots qu'on ne veut pas prendre, parce qu'il y en a.
Moi, j'essaie toujours de faire une bascule dans la tête de la personne qui parle. Et comme je disais tout à l'heure, essayer de te mettre à la place de celui qui arrive. Et voilà. Il y en a qui parlent de, comme nous on dit, les Français qui vont à l'extérieur. Voilà, on parle d'expatriés. Alors peut-être que c'est aussi un terme qu'on pourrait employer pour un générique. En même temps, est-ce qu'on a besoin de les montrer du doigt et de les nommer? Ouais. Et pas trop ce terme migrant. J'aime bien réfugié. Ah Les non, réfugiés, ça veut dire qu'on est arrivé à un endroit et qu'on y est bien. Oui, mais ceux qui viennent et qui sont partis de même. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié. Moi, j'aime bien exilé. Nouveaux arrivants. Oui, les arrivants, c'est vrai. Vous voulez dire que réfugié a une connotation négative? Non, justement, je trouve que c'est plus doux comme nom. Non, mais en fait, on a les réfugiés, c'est un statut. C'est un statut maintenant. Des voyageurs. Ouais. Une protection. On se réfugie sous un toit quand il y a un orage. Ouais, c'est ça. On se met à l'abri. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que je trouve réfugié dans un pays qui est censé être un peu plus doux à vivre et qui peut les accueillir. C'est dans ce sens-là. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les expulsions collectives sont interdites. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines et traitements inhumains ou dégradants. Devise de l'Europe, unie dans la diversité. Enfin, de tout ce que j'ai entendu là, il n'y a rien, absolument rien de tout ça qui est respecté. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui est. On ne sait plus où ils sont les droits de l'homme, hein, franchement. C'est un peu en décalage avec la réalité. Parce que voilà, les migrants sont, ils sont montrés du doigt, ils sont hors la loi, ils ont pas, on les stigmatise, Je dis que c'est que des mots, parce que j'ai lu sur le journal ce matin, il y a 10 personnes, je crois que c'est des Africains, qui ont été récupérés dans la neige, dans les Alpes. Heureusement qu'ils ont été récupérés parce qu'ils étaient en danger de mort, physiquement. Et il y a d'autres personnes qui manquent à l'appel. Voilà, d'autres étrangers qui manquent à l'appel. Et je trouve ça indigne des gouvernements de laisser faire ça. Ou pas seulement de laisser faire ça, mais de provoquer ça. S'il n'y avait pas ces policiers aux frontières qui ne font que chercher de l'étranger, ils pourraient passer par les frontières normalement. Et ils ne seraient pas obligés d'avoir des conditions inhumaines. Donc, c'est bien joli les textes, mais il faudrait qu'ils soient en pratique. Et en fait, les gouvernements européens, je trouve, ont une politique inhumaine. Il y a du boulot. Moi, ça me met en colère en ce moment, ça me met en colère ces choses. Il y a une telle différence entre ce qui est annoncé, c'est beau, et puis les moyens qu'on met derrière pour que ces choses soient faites. Je crois qu'il faut garder présent l'esprit que c'est ça. Mais oui. Faut essayer de. Faut pas l'oublier, quoi. Là, tout de suite, en fait, j'aurais tendance à être un peu pessimiste, mais
point on en est en fait sur l'urgence en fait même climatique, je veux dire. À la fois en fait il y a ce renfermement, mais que ce sera obligé de s'ouvrir. Ou alors en fait ça fera en fait une responsabilité de destruction en fait carrément de populations en fait entières, quoi. Soit en fait l'Europe s'ouvre, ou soit il y a une responsabilité terrible en fait, je trouve. J'avais une grande foi en l'Europe et j'y crois toujours, mais je crois que c'est très très important parce que vis-à-vis des États-Unis par exemple, qui en ce moment ont une politique effrayante, si l'Europe était unie, on aurait un poids qui pourrait avoir un rôle important dans la politique dans le monde. Hein. Et là, je suis très désespérée parce que ce qu'est l'Europe en ce moment. Et je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Et là, en ce moment, elle traverse une phase très, très difficile. Dans cette Europe-là, moi, je ne vois pas les choses claires. Et je crois qu'on n'a pas soulevé, c'est important, la manipulation des médias qui nous cachent beaucoup de choses et qui nous les révèlent qu'à moitié ou pas du tout même, quoi. À leur gré, comme ça les arrange, comme ils ont envie de nous manipuler, quoi. Mais ouais, moi j'aimerais bien une Europe unie. Pourquoi pas. Moi j'aime bien limite parler avec des gens, de voir des expos comme celle-ci, ça redonne la pêche et ça donne envie de faire des choses. Et d'être dans l'accueil. Et puis comme ça que ça va peut-être changer si chacun en fait un peu. Quoi. Ouais, c'est motivant. Oui, non, mais c'est un combat de tous les jours, hein, je crois. Contre les idées reçues, contre et surtout, c'est aider les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils sont. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Eh ben, j'espère que les militants arriveront à faire changer les lois et que les migrations puissent se faire régulièrement et normalement. Voilà, dans la dignité humaine. Mais bon, je sais pas, j'ai quand même envie en fait de croire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui font plein de choses. Hein. Sur le plan de l'humanité, en fait, ça fait du bien. Voilà. La caravane migratoire, une réalisation sonore de Claire Lauzon pour l'association Histoire de dire. Les paroles entendues dans ce montage ont été recueillies le 17 novembre 2018 aux abords du Centre du patrimoine arménien de Valence.